Bonjour, bienvenue. Vous êtes au dimanche dernier jour du 12e Festival BD de Montréal. Merci d'être présente à cette table ronde, donc, qui est présentée par La Presse. La prochaine discussion s'intitule « La deuxième vie d'une œuvre » avec votre animateur qui est chroniqueur et journaliste François Lemay. Bonjour. Salut! Et donc, je vais laisser le reste entre les mains de l'expert qui va pouvoir vous parler de l'adaptation et de bande dessinée. Merci. Merci. Je tiens à rappeler que ce hub est commandité par La Presse. Alors, merci à notre commanditaire. Je m'appelle François Lemay. Je suis chroniqueur BD au Devoir depuis maintenant quelques années. Je fais aussi de l'animation radio à Ici Musique. Je dis tout le temps, François de 16 ans serait bien content de voir ce que François de presque 50 ans est devenu. Je suis payé pour lire des BD, puis raconter aux gens, puis dire aux gens que c'est bon, puis d'en acheter, puis d'en lire. Alors, bienvenue à cette table ronde qui porte sur la deuxième vie d'une œuvre qui a quelque part l'ultime traduction d'une œuvre, c'est-à-dire l'adaptation d'une bande dessinée vers un autre médium. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme la traduction trahir un peu ou beaucoup lorsqu'on adapte une œuvre? Qu'est-ce qu'on garde pas? Comment on négocie ça? Comment on vit avec ça? Des deux côtés, parce que j'ai avec moi deux auteurs de bande dessinée et une marionnettiste. Et des deux côtés ont vécu ce que c'est que la traduction ou le transfert d'une bande dessinée dans un autre médium. Je vais commencer par présenter à ma gauche Samuel Quentin. Salut Samuel. Salut. Alors, auteur de bande dessinée, lui, il vit ça deux fois plutôt qu'une, puisque Whitehorse, sa bande dessinée va être au théâtre cet automne, donc première adaptation. Et il y a Ville et Misérable qui sera adapté pour le cinéma. Ça va être tourné fin août, début septembre à peu près. Puis ça devrait sortir fin 2024. On a hâte. Environ. On a hâte. Moi aussi. Anne Lalancette, bonjour. Allô. Marionnettiste. Alors, je disais les deux côtés, les deux revers de la médaille. Anne, c'est le contraire, a travaillé sur l'adaptation de Raconteur Arctique, qui est, et ça c'est particulier, qui est une bande dessinée elle-même adaptée d'une série de romans qui a été écrit par un auteur danois. Donc, vous partez déjà d'une première adaptation, d'une traduction en plus, et vous avez mis ça en théâtre de marionnettes. J'ai eu la chance de voir ça. C'est super beau, c'est magnifique ce que vous avez fait, c'est créatif. Mais tu me disais que c'est pas fini, ça va continuer cette œuvre-là. Ah, ça va continuer de tourner. Ça C'est va pas mal continuer. fini de créer. C'est mais la création, oui. Tournant. Et Guillaume Perrault, le facteur de l'espace, entre autres choses. Salut. Qui est disponible sur la zone jeunesse de Radio-Canada, qui sera diffusé éventuellement aussi à la télévision de Radio-Canada. Donc, il a vu vraiment son personnage prendre un envol, c'est le cas de le dire. Est-ce que j'aurais envie de dire, Guillaume, puis commencer avec toi, est-ce que c'est un envol contrôlé? Mon Dieu, c'est une question large. Un envol contrôlé. C'est un peu paniquant quand quelque chose comme ça arrive parce que, tu vois, Sam, toi, tu as une grosse année, justement. Merci. Oui. Non, mais oui, tout arrive en même deux temps. gros mais projets en même temps, c'est ça. tous des hasards, comme tu sais, dans la production. Des fois, il y a des... Comme le film, ça fait 7 ans qu'on travaille Oui, là-dessus. c'est ça. En tout cas, je te laisse continuer. Non, mais tu sais, c'est des choses qu'on planifie pas nécessairement, puis ça arrive quand ça arrive. Puis à un certain moment, m'ont proposé est-ce que Guillaume, ça tente de faire un dessin animé avec ça? Je me dis, c'est sûr, parce que, un peu comme tu as dit en introduction, le Guillaume de 6 ans capoterait à l'idée de ce projet-là. Fait que j'ai dit oui. Mais écoute, ça arrive quand ça arrive. On n'est pas prêt. C'est comme un enfant, je veux dire. Ça arrive, puis on s'adapte rendu là. Fait que si c'est contrôlé, c'est loin d'être contrôlé, mais on essaye de quand même rester dans le bateau, là. Le plus possible. Oui, c'est ça. Vous me permettrez de commencer avec Anne, parce qu'Anne est de l'autre côté, parce que, vous poussez une œuvre, si on veut. Anne, c'est le contraire. Elle a tiré une œuvre vers elle pour l'adapter. T'es tombé comment sur Raconteur Arctique et entre je lis ça, j'aime ça, puis je vais faire un spectacle de marionnettes d'une heure et demie, il y a quand même quelques jours là, de réflexion. Pas tant. Non, ça s'est passé en quelques secondes, je dirais. C'est fou. C'est une bande dessinée qui m'a été prêtée par un ami. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ça va. Qui m'a été prêtée par un ami. Et en lisant les premières pages, tout de suite, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement marionnettique comme œuvre. » On la voit, oui. Oui, donc c'est ça, c'était très visuel, très dynamique. Les actions, tout ça, ça se mettait facilement en marionnette. Puis en plus, c'est comme si on avait déjà toute notre charte de personnages déjà faite. Donc ça m'est venu assez vite. Et en parallèle, mon cofondateur de compagnie, Oui. qui est lui plutôt du côté de la musique, du bruitage,
étaient en train de lire la même chose, ce qui est assez spécial, et de se dire la même affaire. Donc, on s'est appelé dans les jours qui ont suivi notre découverte à chacun pour dire « Hey, j'ai trouvé quelque chose pour notre prochain projet. » Les deux, là, on avait vraiment eu un coup de cœur. Donc, c'était assez évident. Là. On ne s'est pas posé beaucoup de questions en lisant l'œuvre. Puis c'est après qu'on s'est rendu compte que la bande dessinée, en fait, venait d'une série de livres qui avaient déjà été écrits. Donc là, on a plongé dans les livres aussi, chacun de notre côté, puis on les a dévorés, là, vraiment, d'un bout à l'autre. Donc, littéralement, un coup de foudre. Il n'y a Clairement. absolument rien de cérébral. Le gros là-dedans. cliché, là. Vraiment, là. Ouais. Ça arrive. Samuel, toi, c'est 2 fois plutôt qu'une cette année au théâtre et ensuite pour le cinéma, 2 œuvres différentes. J'aimerais commencer par White Horse au théâtre. Comment ça s'est passé? Comment on t'a approché pour ça? Ça s'est fait de manière... 2 comédiens, Guillaume Lorrain et Sébastien Tessier, qui vont jouer dans la pièce puis qui ont coécrit la pièce avec moi. V'là peut-être 3 ans, ils ont fait les auditions ouvertes de chez Duceppe. Puis ils ont sélectionné une scène de White Horse, ma BD, sans que je le sache. C'était pas comme illicite, là, mais genre, ils me l'avaient pas dit. Là, puis apparemment que ça a super marché à l'audition. Ils l'ont sorti du stade. Puis les gars parce que c'est des auditions ouvertes à tous. Hein. Fait que là, eux, c'est des comédiens professionnels, donc j'imagine... Non, peut-être qu'il y avait une qualité dans le texte aussi. Non, mais les 2 directeurs artistiques de chez Duceppe étaient familiers aussi avec la BD. Puis là, quand ils ont vu cet extrait-là, puis ils ont vu que ça fonctionnait, ils leur ont dit « Ça vous tente-tu de le faire pour vrai? » Puis c'est là qu'ils m'ont écrit, puis j'ai dit « Oui. » Certain. Ben, je dis jamais non. Mais tu sais, avant d'avoir rencontré les gens, puis eux, je les connaissais un peu, fait que... Puis après un meeting, ça cliquait, puis c'était un go pour moi. Puis on l'a comme écrit à 3. Il y avait leur vision. Ils ont fait une première passe. Moi, je suis arrivé, j'ai fait de ma passe. Après, on l'a travaillé à 3 ensemble, une autre version. Puis, C'est la même chose pour Ville et Misérables. On t'a approché. exactement. C'était un réalisateur qui s'appelle Jean-François Leblanc qui slide dans mes DMs. Puis il était de son propre Salut, aveu. ça va? Ouais. De son propre aveu, il était comme... cocktail un peu, il revenait d'un 5 à 7, puis il avait bien trippé sur ma BD, puis il était comme, je vais y écrire, puis on est allé prendre un verre, puis ça a tout de suite cliqué, puis là, on a amorcé le projet, puis tu vois, ça, c'était en 2016, ce premier verre-là qu'on a pris ensemble. OK. Puis le film se tourne enfin cet été. Oui, c'est un processus différent. Une bande dessinée, tu t'assois puis tu la fais quand tu as envie de la faire. Le cinéma, tu es tributaire d'à peu près 50 personnes qui passent sur ton travail. Exactement, puis de dépôt en dépôt. On n'a pas travaillé pendant 7 ans non-stop dessus, Non, mais des délais de dépôt, d'attendre des réponses, faire un autre dépôt, des choses comme ça, faire une autre version, une 17e version du scénario, puis ça finit par s'étendre. Justement, Guillaume, je voulais aller vers ça. Comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, le facteur de l'espace, ça fonctionnait super bien. C'est un succès, tu gagnes des prix. Est-ce que tu t'attendais quelque part? Est-ce que tu voyais déjà dans ton travail la possibilité d'en faire un dessin animé? Mon Dieu, bonne question. J'avoue qu'une fois qu'on a commencé la production, je me suis dit, c'est vrai que c'est très animable comme dessin. Je voyais vraiment que mon dessin était... on le voit à l'écran, c'est quand même des traits assez simples. J'ai pas beaucoup de texture, des choses comme ça. Fait que j'avoue que découper les personnages, découper le décor, ça semblait logique de faire tout ça. Non, mais justement, un peu comme je disais en introduction, oui, c'est un rêve de petit garçon de faire un dessin animé puis de m'imaginer que d'autres enfants vont être assis avec un bol de céréales puis à regarder mes trucs le samedi matin à 8 heures. Mais j'avais pas... parce que, tu sais, j'étais conscient un peu, comme Sam vient de dire, du délai puis de la complexité de la machine. Puis je m'étais dit, regarde, moi, je fais mes livres puis j'envisage même pas ça, tu sais. C'est la Pastèque, ma maison d'édition, qui m'a proposé ça, qui ont dit, écoute, on a envie de commencer à faire des projets en parallèle avec le livre, tu sais, des trucs interactifs, des dessins animés, des trucs comme ça. Puis on trouve que le facteur, c'est un parfait mélange pour notre Kickstart pour essayer ça. Fait que c'est eux qui m'ont approché un peu. C'est pas moi qui a engendré la chose. Ça m'a été porté sur un plateau d'argent, puis j'ai dit oui. Tu dis jamais non quand tu fais de la BD. Tu dis pas non, c'est ça. Non, ça serait bizarre de dire non. À moins que ça clique vraiment pas avec les producteurs. Non, c'est ça. Il y a des raisons vision, pour mais lesquelles... au moins tu prends un meeting. Ben oui, exact. Mais justement, est-ce que tu avais peur au début? Parce que j'imagine que c'est un tourbillon dans lequel tu embarques. Vous êtes habitués, vous deux, toi, tu travailles déjà en collaboration, mais tu es habitué de faire tes affaires toi-même, d'avoir une éditrice, un éditeur qui fait OK, on peut arranger ça. Ouais.
mais c'est toi qui décides. À partir du moment où tu signes un contrat, puis là, tu vois le nombre de gens qui vont passer Oui. sur ce que tu fais, et là, pour expliquer aux gens, ça va scénarisation, réalisation, mais tu as Radio-Canada, qui est une grosse machine, puis les équipes d'avocats, etc. Les coproducteurs. Oui. Ouais, Est-ce que tu as eu le vertige? Ça te donne le vertige, effectivement, parce qu'au départ, tu sais, premier meeting avec Fred, tout ça, ouais, on prend la bouteille de vin, on va faire un dessin animé, super, tu sais. Mais là, quand ça commence à être plus sérieux, tu rencontres des avocats, tu t'en vas chez Radio-Canada, il y a 15 personnes autour de la table. Là, après ça, les coproducteurs, studio d'animation, puis après ça, les comédiens, puis après ça, ça commence à être... Ouais, tu sais, je me souviens d'un des premiers meetings qu'on avait fait chez Urbania, qui est un coproducteur avec La Pastèque. Je me souviens que j'étais au bout de la table, puis à un certain... Tu sais, tout le monde parlait, blablabla. Puis à un certain moment, j'ai dit... Moi, je pense que... Puis là, j'ai dit quelque chose, puis tout le monde s'est reviré, ouvert leur calepin, puis a commencé à écrire ce que j'ai dit. Je suis comme... Oh, OK, man, c'est comme je suis à la tête d'une grosse machine ici. Puis là, c'est là que ça a cliqué. Que comme... c'est ça qui est bizarre, parce qu'en tant que créateur, en tant que BDiste, on est souvent tout seul dans notre studio à dessiner, tu sais. Puis là, d'un coup, j'étais au bout d'une table, comme dans une série télé, comme si j'étais au chef d'une grosse entreprise, tu sais. C'était vraiment différent. Puis là, ça m'a donné un peu le vertige, effectivement, là, Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. Je dépends beaucoup de gens. C'est une grosse machine. Là. As-tu eu peur dans le processus de perdre ta vision là-dedans? Oui, mais ça a été vraiment un gros truc au départ parce qu'on s'était dit, autant moi que La Pastèque, on s'est dit, si le projet ne respecte pas le visuel de Guillaume, mon visuel, on le fait pas. T'sais. Pas juste le visuel, mais l'esthétique, l'idée du projet, l'univers. Si par exemple, on aurait dit, on a besoin de faire ça en 3D avec je sais pas quoi, comme non, ça m'intéresse pas. T'sais. J'avais une vision claire de ce que je voulais que ça soit. Puis je voulais justement pas que ça dérape dans tous les sens, que finalement ça finit par être un autre groupe d'âge adapté avec un visuel différent. Puis comme ça m'intéressait pas. Là. Je crois que c'est pas possible. Je veux dire, ça aurait pu être bon quand même, mais c'est pas ce que moi je désirais pour le projet en fait. Anne, c'est l'autre bout du processus. C'est vous qui décidez d'adapter Raconteur Arctique, je le disais, qui est une bande dessinée elle-même adaptée d'une série de romans. OK, vous avez eu le coup de foudre, les deux co-créateurs, c'est ça qu'on va faire. À partir de ce moment-là, vous faites quoi? Vous rencontrez comment les éditeurs qui ne sont pas ici? Ça a été quoi le processus pour vous rendre jusqu'au droit de faire cette adaptation-là? Oui, le premier défi, c'était de trouver le contact, là, comment contacter ces gens-là qui étaient en France. Dans le fond, on a contacté les éditions Sarbacane pour les bandes dessinées. Et du côté de l'auteur, on s'est penché vers les traducteurs parce que, bon, il était en France, il parle français. Tu sais, c'était peut-être plus facile de passer par eux. Puis comme de fait, ils disaient que c'était vraiment eux qui s'occupaient de tout ce qui était droit d'auteur là, au niveau de cet auteur-là, Yann Riel, pour tout ce qui est francophone. Donc, on est bien tombés. Eux autres, c'est les éditions Gaïa, qui n'existent plus maintenant, mais qui ont été, à la base, fondées pour traduire Riel. Elle a eu, elle aussi, un coup de cœur pour l'auteur. Et en lisant ses romans, elle a décidé de monter une maison d'édition pour pouvoir le traduire en français. Donc, c'est ça, on les a contactés par courriel. Ça n'a pas été rapide, là, c'est sûr, c'est toujours un peu long, avoir des retours et tout, mais je te dirais, on a découvert cette œuvre-là printemps 2018. Puis décembre 2018, tout était signé, on avait les droits. Là. Fait que c'était quand même pas mal. Oui, quand même. Puis 2019, on a commencé la création. Donc. Est-ce que dans cette négociation-là des droits, il y a eu un droit de regard qui a été demandé par les éditeurs de dire, OK, on vous cède les droits, mais en même temps, on veut garder une forme de contrôle sur ce que vous allez faire? Étonnamment, pas tellement. Au niveau de la BD, on a été très clair sur qu'est-ce qu'on voulait aller chercher de la bande dessinée et c'était le design des personnages. Dans le fond, tous les personnages, les histoires et tout, ça vient de l'auteur original. Eux, ils ont vraiment fait une copie hyper fidèle. Là, pas une copie, mais une adaptation vraiment très fidèle à l'auteur. Les lignes de dialogue sont telles quelles. Là. Okay. Donc, pour nous, c'était vraiment, de leur côté, c'était vraiment juste d'avoir le droit de faire un copier-coller de leur personnage, mais en marionnette. On voulait avoir des marionnettes qui étaient le plus fidèles possible à l'image là, dans les BD. Donc, ça a été assez rapide pour accepter là, ça. Là, je pense qu'ils ont trouvé ça vraiment trippant de voir la BD prendre vie là, en personnage de mousse.
Puis au niveau de l'auteur, il y a eu beaucoup de liberté. Tu sais, c'est un auteur qui a été beaucoup traduit, beaucoup adapté au théâtre, sous plein de formes. Puis je pense qu'ils nous ont fait confiance. On a envoyé un peu de notre stock aussi pour les convaincre puis montrer ce qu'on était capable de faire. Puis ils nous ont donné énormément de liberté. Il faut dire qu'au départ, ces histoires-là, ces romans-là qui ont été écrits, ça se trouve à être des vraies histoires de vrais bonhommes que ce gars-là a vraiment rencontrés au Groenland. Il a passé 16 années au Groenland, puis il a rencontré ces gars-là, puis il s'est dit, ben moi, il faut que j'écrive leur histoire, ça n'a pas de sens. C'est des histoires de chasseurs, de pêcheurs, comment ça peut. Fait que c'est pour ça qu'il appelle ça des raconteurs à la base, c'est qu'il s'est donné lui-même un peu de liberté, tu sais. Donc, d'une étape à l'autre de l'adaptation, il y a vraiment plein de couches d'interprétation, puis tu sais, on joue beaucoup, là. Avec ce que l'univers est là, c'est vraiment respecter son univers, son humour, son humanité. Mais après ça, que tel gars ait vécu telle histoire, peut-être pas, finalement, ça va être plus pratique de prendre l'autre. Tu sais, on se donnait quand même beaucoup de liberté dans la création, quand même, Oui, parce qu'il faut réduire. On parle dans une adaptation, des fois, c'est une réduction aussi. On garde la sauce... les éléments essentiels d'une sauce parce que c'est une série de livres. On fait ça en 1h30. Exact. Puis on voit ça souvent au cinéma, puis c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Le livre était meilleur que le film parce que ça dure 700 pages. Oui, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut fusionner des choses. Est-ce qu'il y a eu des choix déchirants? Complètement. En fait, à la base, il y a 88 raconteurs qui sont comme toutes des petites histoires, là. 88 raconteurs en 10 volumes. La bande dessinée, ils ont adapté les 14 premiers raconteurs. Nous, on a été pigés dans autant ce qui avait été déjà adapté en BD que ce qui n'avait pas été adapté en BD. Donc, dans les 88, on en a sorti 6. C'est minime. Fait que là, on attend déjà un sequel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a tellement de matériel. Mais c'est ça, on a décidé de faire des choix pour rendre ces petites histoires-là qu'on choisissait vraiment intéressantes, vraiment punchées, puis le fun pour le public, qu'on ait accès aux personnages, vraiment qu'on prenne le temps aussi, parce qu'au Groenland, on prend le temps. Ouais. Mais tout en empruntant un petit peu, puis en pigeant dans d'autres petits... dans d'autres raconteurs, finalement, autant au niveau des personnages, des décors. Il y a un personnage qui n'existait pas dans les BD, qui était dans d'autres qu'on a décidé d'aller chercher. Donc, c'est ça, c'est des choix, mais c'est toujours déchirant. Au début, on en a sorti 10. Puis là, à chaque fois qu'on en enlevait un, on... Le personnage qui n'existait pas, vous l'avez designé de A à Z, mais en reprenant quand même le style du dessinateur. Exact, c'était quand même du défi parce qu'on voulait pas... Vous demandé à lui s'il y avait des idées? On lui a demandé, une fois qu'elle a été créée, qu'est-ce qu'il en pensait, puis il trouvait que ça se mariait bien dans l'univers et tout. Yann Riel aussi, l'auteur original, il disait qu'il avait l'impression de revoir ces gars-là, qui a vraiment connu, c'était ma prochaine question. L'auteur original, est-ce qu'il a vu la pièce? Oui, il l'a vu en vidéo, en captation vidéo, malheureusement. Il était trop âgé pour se déplacer. Là. Il a au-dessus de 90 ans, l'auteur original. Donc, Puis, est-ce que vous avez eu un petit commentaire? Incroyable. C'est fou, c'est vivant, tout le visuel, les éclairages, l'univers et tout. On dirait qu'on se replonge dedans. Là. Puis dans les choix que vous avez faits, est-ce que vous en avez conservé volontairement en disant, si on fait une deuxième partie puis une troisième partie, cette histoire-là va nous servir là? Fait qu'on va l'enlever là, parce qu'on peut pas y donner toute la force qu'on voudrait puis la garder pour une deuxième partie. Oui, exactement. Il y a une grosse série de personnages. Dans le fond, dans les derniers volumes, il y a des personnages nouveaux qui arrivent, vraiment intéressants. Puis il y avait tout un univers-là un peu... steampunk presque, là, qu'on était comme « wow, OK, on s'en va ailleurs ». Fait qu'on s'est dit non, ça c'est réservé pour une autre pièce. Puis sinon, dans ce qu'on a gardé aussi, il y a des choses qu'on a dû enlever, comme par exemple un des personnages qui est très, très proche de son chien. Puis il y avait toute une histoire autour du chien, puis à un moment donné, le chien le sauve, puis il arrache la queue, puis c'était tellement fort comme image. Puis on a essayé en exploration de le représenter en marionnette. Puis il y avait quelque chose qui était comme, non, c'est trop, ça marche pas. Fait qu'on en a enlevé. Puis finalement, c'est devenu un numéro très, très contemplatif, mais qui respectait mieux l'univers à la base, même si on n'allait pas jusqu'au fond de l'histoire. Fait que c'est ça, c'est des choix là, d'une histoire à l'autre. Ouais. Donc, il y a une saga en 9 parties. Oui, ça sent bien. Faites attention aux 3 dernières qui sont pétées. Samuel, cinéma puis théâtre, c'est vraiment 2 choses différentes. J'ai l'impression, puis j'ai comme l'impression que tu vas me dire que je suis dans le champ, puis je vais le prendre, que l'adaptation au théâtre est plus proche de la BD au sens où de la légèreté du travail qu'au cinéma.
C'est plus immédiat? Oui, la spontanéité, c'est ça que j'allais Ouais. dire. Moi, dans mon cas, j'ai remarqué que c'était plus similaire au théâtre parce que j'ai assisté à quelques répètes, puis je disais, pas on réécrit tout, mais si j'avais une suggestion, mettons, les comédiens pouvaient l'essayer sur le champ, puis oups, tout le monde aimait ça, c'était dans la pièce. On barrait l'autre réplique, puis on mettait ça à la place. Fait que ça, c'est sûr que c'est en constante évolution, c'est le fun. Mais aussi, moi, personnellement, là, avec mon style, si on veut, là, cette BD-là, White Horse en particulier, elle était vraiment proche du théâtre, puis on s'en est rendu compte tout de suite. C'est surtout basé sur le premier tome. Là. Le deuxième tome, ils s'en vont à White Horse, puis là, c'est peut-être un peu moins théâtral. Là, mais le premier tome, ça se passe dans peut-être comme 4 lieux à Montréal. Il y a des longues scènes de dialogue. Il y a même le personnage, il monologue souvent dans la BD. C'était vraiment écrit. Il y a comme son ami à qui il parle, mais c'est quasiment juste un prétexte pour lui faire sortir toutes ses pensées. Fait que c'était vraiment proche même. On a dû couper énormément, là, mais on s'est rendu compte qu'avec un acteur, juste, il n'y avait pas besoin. Il y avait beaucoup de répétitions dans la BD, puis c'était voulu, puis c'était pour créer un climat, puis tout, mais avec des acteurs, c'est tellement plus... tout est comme plus puissant. Fait qu'on avait... Pour vrai, on coupe le 3/4 de cette scène-là, puis on avait quand même l'impression... T'as pas eu mal? Ça t'a pas fait mal quand on coupe tes mots, ton texte? Non, parce qu'il y avait c'était tellement là, il y a tellement de dialogues. Pour vrai, en live, c'était trop, là, tu sais. Même moi, qui aimait le texte original un peu, j'étais comme, non, aucun problème à couper, là. Anyway, on le savait qu'il fallait couper. Puis, on va rester avec White Horse. Qu'est-ce que tu as appris sur ta propre BD en voyant? C'est quand même assez avancé, la pièce. Est-ce que tu aurais le goût de revisiter ton album puis de changer des choses? Non, vraiment pas. En fait, je viens de dire que j'ai aimé couper, mais je ne retournerai pas couper dans l'album parce que j'aime l'effet que ça crée sur papier. C'est comme un peu différent le temps. C'est ça que je me suis rendu compte. La longue scène, le livre s'ouvre sur comme une scène de comme 40 pages où c'est un gars et sa blonde qui se chicanent sur le trottoir en attendant l'autobus. Puis, je sais pas pourquoi, mais en BD, tu la lis à ton rythme. Il y a comme le temps est plus malléable, mais tandis que là, sur scène, vraiment comme une longue engueulade de coupe pendant longtemps, c'était pesant physiquement. Okay. Moi, j'étais dans la salle, puis j'étais comme, non, on a compris en 8 pages là, au lieu de 40. Là, fait que, puis je pense que c'était, de un, il y a pas quelqu'un qui crie les répliques dans ta tête, mais quand tu lis quelque chose, tu y vas à ton rythme, tu fais les intonations dans ta tête, fait quelque chose de moins agressant, là, si on veut. Là, mais non, je toucherais pas à la BD pour autant. Je le vois vraiment comme une occasion. Quand tu adaptes ta propre œuvre, en plus, ce qui est le fun, c'est justement qu'elle a eu sa vie. C'est que, en tout cas, pour moi, je sais pas si c'est ça pour la... Moi, je ressentais moins de pression dans la mesure où je me dis, l'œuvre qui existe, elle a déjà existé. Elle a ses fans, il y a du monde qui l'ont moins aimé, il y a du monde qui l'ont adoré. Mais tout ça, c'est fait. T'sais, si on se pète la gueule au théâtre, ça me fait moins mal parce qu'au moins, j'ai déjà eu... T'as un bras de distance aussi. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Fait qu'on dirait que j'y allais avec plus de légèreté, puis j'étais pas tout seul non plus, là, à prendre le blâme. C'est ça. Théâtre, c'est ça qu'on disait, c'est plus proche de la spontanéité du dessin puis de l'écriture quand t'es tout seul. Le cinéma, c'est d'une lourdeur. Pour ceux qui ne le savent pas, le processus, l'écriture, apprendre juste les logiciels, comment ça fonctionne. Il y a un langage de scénario, il y a des organismes subventionnaires, il y a des producteurs, il y a tout ça. As-tu eu peur de te perdre là-dedans quand vous avez commencé à travailler sur Ville et Misérables? Il y a des moments que oui, honnêtement. Puis j'avais un co-scénariste, puis on avait une super bonne relation de travail, mais... c'est ça, c'est que tu as plusieurs comités à convaincre, puis ils te disent pas toutes la même chose, tu sais. Puis des fois, d'un côté, maintenant on a eu Téléfilm, puis on avait quasiment pas de notes, c'était comme... Puis là, de l'autre côté, la SEDEC, on l'a pas eu. Ça nous prenait les deux en même temps. Là, tu as beaucoup de notes du côté de la SEDEC, mais tu disais, attends, je veux pas tout changer, parce que de l'autre bord, ils l'ont aimé comme ça, tu sais.
Puis ça, à plusieurs étapes, tu sais, parce que tu fais des pauses pour en écriture, pour en production, puis il y a tellement des pots comme ça. En bout de ligne, à un moment donné, on avait notre 17e version du scénario aussi. Là, tu as des scènes que tu as oubliées. À un moment donné, là, ton co-scénariste dit hey, on pourrait peut-être ramener cette scène-là. Quelle scène? Là, tu retournes une vieille version, tu dis oh mon Dieu! Puis là, il y a un moment où le discernement, pour moi, était comme... Je savais plus si c'était bon ce qu'on avait fait. Ouais. Comment classer ces 17 versions-là, laquelle est la meilleure vraiment. Ah, ça, on avait fait ce changement-là parce que, sur ce comité-là de la SODEC, il y avait ce membre de jury-là qui trouvait ça. Mais là, après, on a eu le commentaire. Tu sais, c'est sûr qu'on n'écoutait pas. On est quand même doté de jugement, puis on avait une idée précise de ce qu'on voulait faire. Là, on faisait pas tout ce qu'il nous disait, mais pour vrai, un peu. Tu sais, tu y penses, tu réfléchis, tu prends les conseils quand même. Mais quand il y en a plein qui sont en contradiction, il y a un moment où les deux, on était comme, garde, faut qu'on... On est allé chercher un autre conseiller à la scénarisation différent pour avoir une nouvelle lumière. Puis aussi, tu sais, c'est très... que lui était plus comme habitué de faire des comédies. Okay. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est vraiment une comédie. Puis il y a des affaires, des fois, que c'est très difficile à justifier la nécessité de telle blague ou de son rôle dans la quête globale du personnage quand c'est vraiment juste que c'est une blague, mais quand c'est une comédie, t'en as besoin de blagues dans ton film, tu sais. Ils n'auront pas tous une raison d'être dans la grande quête du personnage. Ouais. Mais fait qu'on est allé chercher un conseiller à la scénarisation qui était plus... qui nous a un peu réconforté sur l'aspect comédie de la chose. Tu sais, non, coupez pas ça, coupez pas ça, coupez pas ça. Puis ça nous a redonné de la confiance, puis on est finalement... Mais maintenant que tout est financé, j'ai tout oublié, ces traumatismes. C'est comme accoucher, t'as oublié que ça fait mal, t'es prêt à recommencer. C'est exactement comme ça. C'était une mauvaise blague, je veux vraiment pas diminuer, il n'y a aucune comparaison à faire entre les deux événements. Guillaume, toi, quand ça a été l'accouchement, justement, du facteur de l'espace... Une métaphore filée. Oui. Est-ce que tu t'es senti à quelque part, toi aussi, un peu attaqué dans ce que tu connaissais de ton personnage, de ta bande dessinée, quand tu as un paquet, puis je vais peser mes mots, puis je l'emploie, un paquet de Joe connaissants qui embarquent sur ton œuvre à toi, puis qui te disent non, si tu fais pas la bonne chose, tu devrais faire ça à la place, puis c'est comme, vous avez... Là, tu lu la BD, premièrement. As-tu compris de quoi je parlais? Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'avoue que c'est très challengeant. Oui, 100%. 100%, honnêtement. Parce que, oui, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, tu n'es plus tout seul dans ton studio. Tu as les producteurs, les coproducteurs, les animateurs, tous les gens qu'on a nommés, tu sais. Puis après ça, chaque palier a un peu son idée de où est-ce que ça s'en va, tu sais. Oui. Puis ne serait-ce que aussi, je me souviens qu'on avait un débat sur comme, c'est quoi l'humour qu'il y a dans le facteur, tu sais. Comment qu'on le définit? Est-ce que c'est plus absurde? Est-ce que c'est plus slapstick? Est-ce que c'est plus... Puis, tu sais, je me souviens qu'initialement, on avait engagé une autrice pour travailler sur les textes, puis on ne s'entendait pas 100% sur... j'ai l'impression qu'on n'était pas dans le même registre d'humour, tu sais. Okay. Puis ça a vraiment été difficile de s'entendre parce que j'ai l'impression qu'elle me lançait quelque chose. Je disais, non, c'est pas... J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de faire le même show, là. On n'est pas en train de faire la même chose, tu sais. Puis ça a été ça, tu sais, à chacune des... Je dis pas que c'était difficile, mais c'est normal d'avoir ces affaires-là, tu sais. À chacune des étapes, que ce soit de l'animation, que ce soit avec les acteurs, c'est la même affaire, tu sais. Les acteurs arrivent en studio, puis OK, on a une série d'animation jeunesse, genre 5 à 9 ans, c'est de la comédie avec un brin d'aventure, tu sais. OK, ils commencent à jouer « Bonjour, Bob! » Non, c'est pas ça. On n'est pas dans Passe-Partout, prématernel, tu sais, puis... Là, après ça, ils commencent à jouer encore des intonations. Non, c'est pas là. Tu sais, ça a tellement pris de temps avant de... Tu sais, des fois, c'est moi qui disais quelque chose, puis après ça, je réalisais que comme le comédien me proposait de quoi. Puis c'était aussi à moi de prendre mon gaz égal là-dedans aussi, là. Je veux dire, les autres avaient des bonnes idées, puis il fallait que je m'adapte à ça aussi. Tu sais, les comédiens sont arrivés avec des intonations, avec des répliques, avec des manières de tourner les mots que j'aurais pas imaginé. Puis je dis, ah non, finalement, ça fonctionne bien, ça va. Fait que, il y a des moments où je réalisais aussi que comme j'étais peut-être trop... Je dirigeais trop, j'étais peut-être trop contrôlant, puis à quelque part, il faut faire confiance à ces personnes-là aussi parce qu'ils ont de l'expertise dans leur spécificité, là, tu sais. Mais oui, c'est très challengeant quand même de remettre ça entre les mains de plein de gens, puis il y a beaucoup... Le gros mot que je dis à tout le monde, c'est le laisser-aller. J'ai fait beaucoup de laisser-aller, puis beaucoup d'acceptation
en travaillant sur la série. Puis quand tu as vu les premiers résultats, est-ce que tu étais content de se laisser aller là ou il y a des petites choses que tu défendrais un petit peu plus maintenant? C'est sûr que il n'y a aucun projet qui est parfait, puis je pourrais dresser une liste de plein d'affaires que je voudrais changer. Mais comme on a dit justement, le cinéma, la télé, dans mon cas, c'est à peu près similaire. Là. C'est tellement une machine pesante qui coûte cher, qui est compliquée, qu'il y a 1000 affaires que j'aurais voulu changer, mais quand il est trop tard, c'est pas grave. Je suis content de ce que ça a donné. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un moment que tu voudrais améliorer, tu voudrais modifier. Mais non, c'est ça. En somme toute, là, je me rends compte qu'effectivement, les premières fois que j'ai vu Bob bouger, mon personnage principal, je me souviens, j'étais au studio d'animation, puis on dit « Hey, on vient de finir de rigger », ce qui veut dire comme construire le personnage. On peut le faire marcher, veux-tu voir? T'sais? Puis on commençait à le faire sprinter puis à courir. J'ai parti à rire, puis j'étais un peu ému. Je dis « Ben voyons, c'est bien drôle. » Puis là, on va mettre un petit band sur sa casquette quand il court. Puis là, peux-tu faire comme si il monte un peu plus, puis sa bédaine gigote quand il... Là, j'avais du fun, puis il n'y avait rien. C'était juste Bob sur un fond gris qui courait sur place. Je capotais. Je trouvais ça extraordinaire. Là. Je vais poser un peu la même question que j'ai posée à Samuel. Est-ce que tu as appris quelque chose sur ta propre œuvre que tu connaissais pas quand tu l'as vu au travers les yeux de quelqu'un d'autre? Tu dis, finalement, je savais pas que je parlais de ça dans le facteur. Oui. Je pense qu'il y a un thème que j'avais pas vraiment vu, qu'on a vraiment... on a vraiment mis de l'avant dans la série animée, puis c'était le comment je pourrais dire, là? J'ai très chaud, j'essaie de penser correctement en ce moment. Il fait très chaud ici. Oui. C'est d'aller vers l'autre. J'ai réalisé, dans le fond, que Bob, il a plusieurs craintes, il passe par-dessus plusieurs défis de sortir de sa zone de confort, tout ça, mais il y a un gros côté que je n'avais pas remarqué qui était aller vers l'autre, pas avoir peur de l'inconnu, pas avoir peur de l'étranger, pas avoir peur, mais surtout comme la connexion avec l'autre. Mm-hmm. Puis dans la série, on met beaucoup l'emphase là-dessus avec Odile, qui est le personnage secondaire qu'on voit à l'écran là, qui est justement un personnage, son genre de sidekick qui va beaucoup le pousser dans le cul pour qu'il fasse certaines choses. Puis Bob est toujours en train de se confronter à des nouvelles situations, mais des nouvelles personnes. Fait que, oui, j'avais pas vraiment vu ça comme ça, le côté d'aller vers l'autre puis d'arrêter de se renfermer sur soi. J'avais pas réalisé que j'en parlais tant dans mon livre. Puis c'est pourtant quelque chose qui a sorti super rapidement dans les premières semaines de travailler sur le livre, puis de la série, mais je m'en étais pas rendu compte auparavant. Fait que oui, dans le fond, oui. Est-ce que ça va influencer tes écritures futures? J'imagine, oui. J'imagine. Parce que justement, on a fait la série, j'ai fait le tome 3, j'en ai pas fait de nouveau depuis ce temps-là. Fait que c'est clair qu'il y a 1000 affaires dont on a parlé, on a développé, on a ajusté dans la série qui vont... C'est sûr que ça va m'influencer pour la suite. Là, mais aussi dans ton écriture à venir, est-ce que tu vas penser peut-être « Ah, ça, j'irai pas là parce que ça s'adapte moins bien ». Oui, ça, c'est l'affaire qu'il faut faire attention parce que là, justement, quand on fait une adaptation qui est un peu comme White Horse, c'est terminé, on l'adapte, puis je pense pas qu'on a une suite à White Horse. Mais oui. Shit. Bon, OK. Laisse faire mon commentaire. Mais c'est ça, c'est que là, maintenant, moi, j'ai fait mes 3 tomes, il y a une série animée, la série va continuer, mais moi, je continue à faire des livres. Fait qu'il y a aussi dans ma tête, je me dis comme, oh, OK, comment... Là, ça va être 2 affaires à aller en parallèle en même temps, parce que la série va prendre des tangentes, mon livre va prendre une tangente. Comment pas trop éloigner les deux, ça va peut-être être un peu compliqué dans le futur, là. Mais c'est un beau défi, là. Oui, j'imagine, parce que tu penses sur 2 plans différents tout le temps exact. Quand tu travailles. Tu n'es plus tout seul, même si tu es tout seul. Puis tu as des gens que tu ne peux plus décevoir non plus. Oui, c'est ça l'affaire. Anne, une fois que vous avez eu votre moment, le dîner de con, on a les droits, vous les avez eus. Tu as un co-créateur avec toi. Tu as parlé tantôt du processus où on regarde certains bouts d'histoire, certains raconteurs et tout ça. C'était quoi votre grille? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous vous êtes confrontés sur... C'est quoi la moelle, vraiment le noyau de cette œuvre-là? Puis nous autres, en tant que marionnettistes, que raconteurs, raconteuses, qu'est-ce que nous, on veut raconter au travers ça? Parce que c'est pas seulement... On prend le texte tel quel, puis on le reprend, puis on coupe des petits bouts. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez mis de vous autres là-dedans? Pour nous, le défi, c'était toutes les formes narratives. Comment on va aborder les histoires? Est-ce qu'on les aborde comme des conteurs, comme des marionnettistes? Est-ce qu'il y a un 4e mur? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est beaucoup là-dessus, je pense, qu'on a ajouté une couche.
Ce qui fait que là, on se transforme beaucoup d'un à l'autre. Des fois, on est carrément narrateur, puis on raconte, là, puis comment ça s'est passé. Puis là, finalement, on s'astine. Non, c'est pas de même que ça s'est passé. Ben oui. Attends un peu, là. Moi, je me souviens, tu sais, il y a cette couche-là très conteur, là. Mais des fois, on devient carrément acteur des personnages qu'on met en scène. Et d'autres fois, évidemment, on manipule les marionnettes. Fait qu'à force de construire les personnages, puis de bien construire les voix, puis de bien les maîtriser et tout, puis que là, le spectateur peut les reconnaître, ben nous, avec des codes assez simples, on peut arriver à les mettre en scène sans nécessairement avoir besoin de toujours sortir la marionnette. Puis aussi, souvent, ça nous permet de faire des zooms, des petits zoom-out où est-ce que le personnage est rendu tellement petit qu'on n'est plus dans la manipulation, on est plus dans la représentation de... Et c'est nous autres, avec notre facial, avec notre interprétation, qui vont venir faire vivre le personnage. Donc, c'était plus à ce niveau-là, les différents niveaux de narration, puis qui on est, nous, dans l'histoire, qui était intéressant à développer puis à découvrir. Parce que sinon, au niveau du contenu, c'est ça, c'était tellement riche. Les personnages étaient tellement bien développés par l'auteur, puis après ça, tellement bien dessinés par le BDiste, que cette couche-là était hyper claire là, pour nous autres. Mais Guillaume disait qu'il a appris, par exemple, que son facteur, un des thèmes, c'était aller vers l'autre et tout ça. Vous, quel grand thème vous aviez envie de garder là-dedans, que vous avez découvert en lisant les bandes dessinées? Oui, je dirais que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est les thèmes qui nous surprenaient puis qui arrivaient à nous. Une grosse partie de la création qui s'est faite pendant la pandémie. Puis nous, on parlait du Groenland, puis du confinement, puis de la solitude, puis de l'isolement, puis on était comme, hey boy, hein? On était vraiment là-dedans. Mais on dirait que ça s'est dessiné tout seul, là. Comme je te dis, par le contenu, on dirait que les thèmes nous étaient imposés. Mais il y a une sous-couche qui est arrivée puis qui était assez évidente de toute la fraternité de ces gars-là. Autant ils vivent super loin l'un de l'autre. Là. Ils vivent chacun tout seul dans leur cabane à des kilomètres, des jours de traîneau à chien d'un de l'autre. Alors, ça fait que quand ils se retrouvent ou quand ils vont se visiter, c'est des moments qui sont extrêmement riches, extrêmement précieux. On voit qu'il y a une vérité dans leur relation. C'est comme s'ils se sont construits une nouvelle façon de vivre ensemble alors qu'ils vivent pas ensemble. Ouais. Il y a vraiment une couche vraiment intéressante au niveau de la camaraderie qui s'est forgée entre ces gars-là. Puis on dirait qu'il n'y a pas de jugement aussi dans leur façon de se traiter les uns les autres. C'est tous des marginaux un peu qui se retrouvent là, des gens un peu rejetés de leur propre société qui se ramassent là pour chasser... l'ours puis le renard pour envoyer des pots au Danemark. Fait que c'est pas n'importe qui qui se ramasse dans des conditions de vie comme celle-là. Fait que c'est ça, c'était beau de voir ce qui ressortait là, de l'amitié finalement de ces gars-là. Là. C'est un thème qu'on pensait pas qu'il serait aussi fort dans la pièce, puis au final, qui prend beaucoup de place. Ben moi, c'est ce que j'ai vu en la voyant, là, cette espèce de camaraderie. Puis c'est une réflexion sur ce qu'est, entre autres, être un homme aussi. Puis c'est une question que bien des gens se posent beaucoup ces jours-ci. Donc, c'est un thème qui a éclos de ça. Question vraiment technique. On en parle depuis tantôt. Il y en aura peut-être d'autres. Est-ce que c'est déjà signé? Est-ce que c'est déjà préparé? Est-ce que ou c'est encore à négocier? Pour ce qui est d'en faire d'autres, c'est pas encore négocié, mais je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de négociations à faire parce que pour eux, ça a bien marché. Comme je te dis, les droits étaient tellement larges, c'était comme, adapter nos raconteurs. Fait que là, ça serait juste de dire, on va faire un deuxième spectacle, mais je pense que ça serait assez facile. Juste pour vous dire, là, on a déjà une adaptation en anglais et en espagnol. On a joué le show en espagnol au Mexique il y a quelques semaines. Donc, déjà, on est dans beaucoup de travail aussi en continu, là, puis on pousse les tournées, beaucoup de diffusions, on s'en va en France, on est allé à Iqaluit dans le Grand Nord, on se promène beaucoup avec ce show-là, fait que déjà, là, pour nous, c'est quand même pesant. Tu es toujours sur place? Tu suis toujours la tournée? Moi, je suis dans le spectacle. Mais toujours, même en espagnol. Toutes les incarnations? Même. Exact. Moi, je fais les 3 langues. On a un seul comédien qui ne fait pas la version espagnole, ça y faisait peur un peu, mais sinon, le reste de l'équipe est tel quel. Donc, oui, c'est ça. Fait que ça va voyager beaucoup, je pense, avant qu'on se remette à la table pour penser la suite. Exact.
Puis il y aura le danois. Il faudra apprendre le danois. Exact, il faudrait le faire en danois. Pas le choix. Samuel, Ville et Misérables, dont le tournage va commencer à l'automne, en tout cas fin de l'été, avec Fabien Cloutier dans le rôle principal. Ouais. C'est un ton qui est particulier, qui est extrêmement décalé. Bon, tu écris le scénario quand même, mais as-tu des appréhensions sur comment les comédiens vont s'approprier ce ton-là? Oui et non, dans le sens où on a tous les comédiens qu'on a contactés, c'était comme un peu nos premiers choix. Puis c'était un peu tout du monde qui sont drôles. C'est sûr que c'est une comédie, puis c'est une comédie quand même grinçante, malaisante par On parle moment. ça d'un diable qui vend des voitures puis toutes sortes Ça se passe dans c'est un démon qui travaille dans un qui vend. En fait, lui, il est libraire. Ouais. Il vend des livres usagés, mais sa librairie est située à l'intérieur d'un concessionnaire de chars usagés. Puis il a composé avec tous ses collègues, des vendeurs de chars, puis lui, il vend des livres. Puis c'est ça. Fait que c'est ça l'univers. Mais la manière dont, en tout cas, à chaque fois qu'on a comme contacté les comédiens, puis qu'on a eu une rencontre avec une, c'était vraiment important justement de discuter du ton, tu sais, puis je pense que tout le monde comprend le ton qu'on veut, tu sais, puis fait que non, ça me fait pas peur parce que je fais vraiment confiance aux comédiens. Ceux qu'on a choisis sont bons, mais juste en général, à chaque fois que j'ai vu des comédiens, c'est fou comme... Ils arrivent toujours avec des propositions qui te surprennent, puis des fois, c'est pas la bonne chose du premier coup, mais c'est vraiment fascinant à quel point tu peux les réorienter rapidement, puis aussi le réalisateur avec qui je travaille, qui va faire le film... Parce que quand on parle du jeu des comédiens puis des dialogues, toute ma confiance est en lui parce que moi, je vais pas être sur le plateau toujours. Je vais être là pour manger pour grignoter. As-tu peur de devenir un peu, puis Guillaume répondra après, as-tu peur de devenir le fatigant qui est sur le plateau puis qui n'a pas d'affaires là? Je veux pas y aller trop souvent. Okay. Je veux pas comme... non, je veux juste peut-être premier jour... peut-être comme 25 des 26 jours, peut-être, je vais être là, mais non, je niaise, mais non, pas trop souvent, puis ça me stresse un peu un plateau de tournage, surtout quand t'as pas d'affaires là, parce que les gens circulent extrêmement rapidement, puis sont comme « Hey, ce mur-là, faut le défoncer ». En tout cas, tu sais, il y a vraiment une énergie dévastatrice sur un plateau de tournage, puis quand t'as pas d'affaires là, tu te sens vraiment, vraiment inutile, là, quand t'as pas de job. Ouais. Tout le monde a sa job, c'est comme fourmilière, je sais pas. Là. Puis je vais chialer pour le fun un peu. Ben, je vais surtout être là dans les répétitions. On va faire quelques répétitions. Puis là, moi, c'est le texte qui est important pour moi. Je fais entièrement confiance au réalisateur pour le reste. Puis on va essayer les choses. S'il y a des choses qui ne font pas dans la bouche des acteurs pendant nos répétitions, moi, je vais être là. Je suis pas attaché à aucune formulation. Il faut que ce soit drôle. Puis pour que ce soit drôle, il faut que ce soit réaliste. Fait que si ça sonne tout croche dans la bouche, on va le changer. T'sais. Puis le réalisateur, Jean-François Leblanc, j'avais vu ses courts-métrages, puis c'était la première chose qui m'avait frappé, c'était justement à quel point, dans tous ses films, le jeu des acteurs était juste, peu importe. Fait que je savais que c'était un gars qui travaillait bien avec les acteurs, puis qui était capable d'aller chercher la bonne take. T'sais. Fait que non, je suis vraiment... Dernière question avant de passer aux questions du public. Peut-être moins pour Anne, parce que tu es de l'autre côté, mais Guillaume et Samuel, vous êtes dans un monde idéal où vous avez beaucoup de sous. Vous n'avez pas besoin de faire ces adaptations-là parce que vous vendez le même nombre qu'un album d'Astérix de vos albums. Puis vous pouvez... Oui. Est-ce que tu le fais pareil? Oui. Oui? oui, certainement. Ça l'enlèverait un très grand stress. Oui. Oui, bon Dieu, c'est sûr que je ferais ça tout de même. Ça reste un... Si je le ferais pareil, excuse, le livre ou l'adaptation? L'adaptation. L'adaptation, excuse-moi, oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même des sous d'impliquer quand on passe à la télé puis au cinéma. Oui, effectivement. Mais tu sais, on ne se rend pas riche nécessairement en faisant ça. Là, on va garder ça réaliste. Là. Non, je pense que pour moi, je continuerai à le faire, c'est sûr et certain. Mais pour moi, l'adaptation, je le vois comme une nouvelle manière d'aller rejoindre les gens. Puis quand je veux dire rejoindre, je ne veux pas nécessairement dire financièrement, là, mais c'est plutôt d'atteindre les gens, de leur proposer quelque chose. Puis, par exemple, je vois l'éclat dans les yeux des enfants quand je leur dis, ils sont en train de faire la ligne pour signer un livre. Puis je leur dis, est-ce que tu as écouté la série du Facteur? Puis là, ils disent comme, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a des dessins animés du Facteur? Puis là, là, ils capotent. Maman, on va à la maison tout de suite, on les écoute. C'est cute, là, j'adore ça. Là. Fait que c'est une prolongation de tout ça, tu sais.
Non, pour moi, c'est juste une nouvelle manière. C'est un nouveau médium pour aller rejoindre les gens. Puis en même temps, c'est ça, il y a des choses que, tu sais, un peu au départ, on disait, par exemple, au théâtre, dans le livre, au cinéma, il y a des tempos différents, il y a des... Puis j'avoue que le dessin animé me propose un médium dont la voix, la musique, le mouvement, Ouais. que je peux pas donner ça, je peux pas donner cette impression-là avec une page, avec un phylactère, ça fonctionne pas, tu sais. Fait que ça me permet des fois, j'ai des flashs, puis c'est vrai un peu qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que j'allais me garder des affaires en tête pour l'adaptation, puis c'est vrai que des fois, je me dis, il y a une histoire de Bob que j'aimerais raconter, je pourrais la mettre dans mon livre, mais je suis pas mal sûr que elle serait vraiment plus forte avec de l'animation, du son, une musique, le moment, là, le gros plan, le violon qui part, je sais pas, je dis de quoi, tu sais, mais elle aurait plus de punch, fait que je vais pas la gaspiller dans le livre, je vais la laisser aller. Ouais. Parce que dans mon cas, moi, c'est pas une adaptation non plus aussi, c'est des nouvelles aventures. Fait que ça, il y a aussi ce côté-là qui était difficile. On pourra en parler, là, mais il y a ce côté-là qui était différent aussi de la création, en fait. Là. Puis quand tu commences à travailler, as-tu le petit générique en tête avant de commencer à dessiner? Ouais, T'es pas obligé de répondre à ça. Samuel, même question, je te pose. Si tu as vraiment le choix de ne pas le faire, est-ce que l'adaptation, pour toi, c'est une façon de rendre l'œuvre plus vivante ou si tu as les moyens, tu le fais pas puis tu restes en bande dessinée puis tu contrôles ton produit? Même réponse pour moi, je le ferais, c'est sûr, parce que autant j'adore la bande dessinée. Moi, j'ai étudié en cinéma. En plus, je voulais faire des films à la base. Donc, pour moi, c'était un no-brainer, comme on dit. Puis, en plus, chaque médium a ses avantages puis ses défauts. Ses défauts, je veux dire, ses inconvénients. Forces et faiblesses, c'est ça. Ouais. Puis, il y a des affaires que En fait, il y a beaucoup d'affaires que je peux faire en BD que je pourrais pas faire dans un film québécois. Mais il y a aussi beaucoup d'affaires que... Il y a une manière, c'est viscéral le cinéma, tu sais, quand tu es dans une salle de cinéma, puis pour une comédie comme la mienne, quand j'écris mes dialogues, je les entends, je me répète à voix haute quand je les écris. Fait que c'est sûr que mon rêve, c'est toujours de les entendre, que ce soit théâtre ou cinéma. Je vais toujours être porté vers ça, puis même créer des œuvres originales. Ouais. Anne, on parle d'une série de romans qui devient des bandes dessinées, qui devient un spectacle de marionnettes, qui a sa propre vie. Est-ce qu'on pourrait prendre ce spectacle de marionnettes-là puis l'adapter en dessin animé à partir de votre travail? Ça commence à être... Mais ça pourrait être le fun, parce que j'avais une lecture différente. Le travail de réduction est fait. Oui. Puis même, tu as oublié une couche. À la base, c'est une adaptation de vraies histoires qui ont été contées. Ce serait drôle. Pourquoi pas? En dessin animé, j'aimerais ça. S'il y a des éditeurs ou des scénaristes. Si vous avez des questions, il y a un micro là. Je vous invite à le faire si ça vous tente de poser des questions à nos intervenants, Samuel, Anne et Guillaume. Oui, madame, allez-y. Ah, c'est pour les questions. C'est ça le dossard jaune, finalement. Où ils ont tellement été clairs. Moi, j'ai une question pour toi, en fait. Vas-y. C'est-tu la première fois qu'en marionnette, tu adaptes quelque chose ou tu fais de la création habituellement? Oui, c'était mon premier travail d'adaptation, effectivement. Ouais. Okay. D'habitude, on part de zéro. Puis ça a quand même beaucoup d'avantages. Là. C'est sûr que de partir avec un univers qui est aussi riche à la base, tu te dis, bon, je peux pas me casser la gueule. Il y a tellement de filets. Oui, c'est ça. c'est vraiment intéressant. À l'épuiser. Exact. Ouais. Et t'as-tu assez aimé ça pour dire, Colin, on va peut-être faire d'autres adaptations? Ou Clairement, oui. J'ai pogné la piqûre. Ouais. OK. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, vas-y. Non, tu peux t'approcher. Pas parce que ça filme, on a besoin de... Ouais. Merci. Allô? Ouais, c'est bon. Au niveau de la distribution d'une œuvre adaptée, là, on parle de médium animé, cinéma, spectacle. C'est quoi la différence, justement, avec une œuvre littéraire versus une œuvre visuelle au niveau de la reconnaissance mondiale? Les différents... les différentes possibilités, les différents marchés où ça peut circuler. Je sais pas, peut-être pour tout. Je pense qu'une série d'animation, ça a un grand potentiel d'exportation. Oui, c'est comme un film, je veux dire, plus qu'une pièce. C'est parce que la minute qu'on a fait un dessin animé ou un film, on peut juste le dubber, on peut juste le traduire, puis ça va, versus marionnette puis théâtre.
apprennent C'est un ton peu- texte faut en apprendre le texte, espagnol. c'est un peu plus compliqué. Toi, tu joues Oui. chaque version en anglais, espagnol, français. Quand Ouais, tu joues, c'est fait sûr que c'est beaucoup de travail pour les comédiens. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis après, fait que, tu sais, il faut que tu aies faut que tu aies des contrats clairs. Il faut que tu aies déjà assez d'opportunités qui se dessinent pour te lancer dans une adaptation, dans une Mais autre tu langue. parlais ça, c'est déjà sûr. espagnol, j'imagine. Un Non? peu. Bon, Ouais, un ah peu. ouais? Ouais, un peu. Mais de mieux Quand en même mieux. Plus que ça. ouais. Mais non, c'est un peu similaire au livre, honnêtement. Du côté de l'animation, tu sais, c'est une question de droit. Tu sais, par exemple, bon, on l'a fait, là, c'est une production avec Urbania, La Pastèque, Radio-Canada. C'est pour le territoire canadien-français. OK. Mais là, après ça, si on veut le lancer pour la France, pour un TV5, des choses comme ça, ben, il faut signer une entente avec un diffuseur là-bas. Ça, c'est justement le travail des producteurs et coproducteurs pour être capable d'aller chercher comme, OK, ben, l'Allemagne est intéressée, l'Italie est intéressée, la France est intéressée. Ben là, on va, oui, c'est la même affaire qu'une maison d'édition qui va vendre notre traduction à, OK, un éditeur allemand qui est intéressé. C'est très similaire, honnêtement, parce que c'est vraiment par territoire. Après ça, il faut évidemment faire la job de le traduire. Mais non, c'est assez similaire. C'est ça qui est drôle de ce côté-là. Je comprenais bien parce que c'est assez similaire au domaine du livre aussi, donc on est habitué à ça. Par contre, là, les chiffres, ça, c'est complètement différent. Là, t'sais. Un livre, c'est clair, tu as ton 10 de droit d'auteur du prix de vente du livre. Dans la télé puis au cinéma, j'ai toujours pas compris comment ça marche. Je reçois un chèque puis j'imagine que c'est correct. Je comprends rien, là. C'est très compliqué, là. Ouais, avez-vous commencé à travailler avec des agents pour ça? Ou l'aimiez-vous déjà? Ou, Non, moi, j'ai pas d'agent. Moi non J'ai plus, pas- non. 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 Toi non plus? Moi non plus. Ouais. Parce que toi, tu vas à l'international aussi, ça a été présenté Ouais, en Europe, Ah, le ouais. spectacle et tout ça. Donc, vous négociez vous-même la troupe à Ouais. bras, là, tout ce qui se passe. Oui, ben c'est une toute petite troupe, hein, le collectif La Ruée vers l'or. Mon collègue Alexandre Harvey, dont je t'ai parlé, qui est plus Ouais. musicien, et moi. Fait qu'on fait pas mal tout homemade, dont la distribution. Mais là, j'ai un petit peu plus d'aide là, au niveau de la diffusion. J'ai 2 personnes qui m'aident actuellement. Mais oui, c'est ça. Oui. Il faut négocier directement. Puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Hey, vous étiez tellement clair. Merci beaucoup. C'est ça, C'était tout était tellement super clair. intéressant. Mais là, il va y avoir un White Horse 2. Ouais. Ben, oui, mais c'est pas une suite. Tu comprends ce que tu veux dire? Il n'y aura sûrement pas de suite parce qu'il y a vraiment comme une fin. Ça finit pas sur un cliffhanger, mais en fait, mon prochain livre, ce serait une suite. Ah, cool. Mais ça Ok. se passerait, tu sais, c'est que c'est un peu avec les mêmes personnages. Ouais. 5 ans plus tard, c'est une autre. Ça se passe, tu sais, le premier, ça se passe dans le milieu du cinéma, puis là, ça se passe plus dans le milieu de la littérature, justement. Là, il sort son 2e roman, le personnage principal, dans l'indifférence Penses-tu le faire en générale. 2 parties encore? Non. Non, ça va être un mais tome. pour l'instant, c'est une Ok. partie. Ouais. Vous avez tous et toutes des grosses années qui s'en viennent. Guillaume Perrault, ton facteur de l'espace, est sur la zone jeunesse de Radio-Canada présentement. Oui, exactement, oui. Puis à la télévision, ça va être diffusé. On l'a diffusé en début d'année à la télévision. Ouais. Là, je ne sais pas c'est quoi les plans exactement. Encore, comme je dis, des fois, la télé, c'est un mystère pour moi. ça. Mais les plages horaires vont venir éventuellement pour petit bonhomme de 8 heures, j'imagine, le matin, un jour. Mais pour le moment, en ce moment, oui, c'est très facile sur la zone jeunesse de Radio-Can. C'est gratuit en streaming. Puis saison 2, est-ce que c'est... Saison 2, ça va venir parce que la première saison, on la voit un peu comme pilote, elle est quand même très, très courte. Ouais. C'est un 9 épisodes de 7 minutes. Mais la deuxième saison serait plus ambitieuse. Là, on est en pourparlers, tout le monde est d'accord. Là, on est justement dans OK. financement. J'ai rendu qu'on est là-dedans. Là. C'est ça. Anne Lalancette, La Ruée vers l'or, donc raconteur artistique, c'est pas fini. Ça va continuer encore. Combien de temps? C'est quand les prochaines représentations? Est-ce qu'il y en a à Montréal bientôt? Oui, on va faire une petite tournée des Maisons de la Culture en novembre, donc à Ontic, Parc Extension, Saint-Laurent et ça va venir Vous avez un site? une 4e. On va- On m'écrit, puis je vous réponds tout ça parce que le site est en construction. Parfait. Ah, oui, il y avait une question avant de... Oui, j'ai juste pensé, là, pendant que j'ai oublié votre nom. Guillaume? Guillaume, oui. Guillaume, oui, je me demandais, là, quand vous faites de l'adaptation en animation, un film d'animation, une série, est-ce que c'est vous qui faites les dessins? Puisque est-ce que vous êtes C'est pas moi qui impliqué fais à ce les niveau-là? dessins parce que ça, c'est l'équipe d'animateurs qui fait ça. Parce que moi, de l'animation, j'en fais pas. Je suis pas capable. Mais ça, c'était le travail du studio d'animation de faire ça. Par contre, ce qui était le fun aussi, puis un peu drôle, tu sais, que tu parlais, que j'ai appris sur ma bande dessinée,
il y avait aussi une question de mon dessin en tant que tel. Parce que là, il y avait beaucoup de moi qu'il fallait qu'ils regardent mon travail. Puis il a fallu que, comment je peux dire ça? Quasiment que j'enseigne à un studio d'animateur. Un studio, c'était pas une gang, là, tu sais, c'était à peu près 6-7, là. Mais à copier Guillaume Perrault, tu sais. Fait que là, il fallait que je me dise comme, OK, ben comment on dessine Bob? Comment on dessine mon personnage principal? Tu sais, c'est quoi ses caractéristiques? J'ai même, tu sais, moi, je le fais, ça fait des années que je le fais un peu... c'est inné pour moi de le faire. Mais là, de commencer à calculer ses proportions, puis OK, son torse, c'est à peu près 1,5 fois sa tête, son nom. Puis là, tu sais, ses coudes sont de même. Puis après ça, de commencer à me dire mes couleurs, comment je les applique. Fait que ça a quand même été drôle, ça, cette partie-là, de devoir comme éduquer ces gens-là à, tu sais, me copier, littéralement me copier. Fait que ce qui est drôle maintenant, c'est que je pense que je pourrais peut-être les engager pour faire le 4. Non, mais il y a des moments drôles. Mais en même temps, pour répondre à ta question, oui, je faisais des sketchs, je faisais des propres... des mock-ups un peu pour les guider, tu sais. Par exemple, tu sais, oui, il fallait que je dessine Bob dans, tu sais, faire le turnaround qu'on appelle, faire tout ça. Mais après ça, qui disait, OK, on a besoin d'un décor avec une maison, avec un arbre en arrière, ben comme je faisais un rough, puis après ça, les autres le recopiaient, tu sais. Puis à des certains moments, moi, ce qui me fascinait, c'est qu'ils avaient même compris comment j'imaginais les objets, comment j'imaginais une maison, comment j'imaginais un arbre. Puis à un certain point, j'étais en retard sur quelque chose, j'ai pas réussi à leur fournir un référent, puis on dit on a fait de quoi en attendant, regarde, c'est correct. Puis j'ai regardé l'image, puis je me suis dit on dirait que c'est moi qui l'ai dessiné. Tu m'aurais demandé de faire une cabane avec un arbre, je l'aurais fait exactement comme ça. Moi, je trouvais ça assez fou de comme. Les artistes en animation ils ont un talent incroyable pour émuler, là. C'est bon, puis après ça, ils vont sauter sur un autre projet avec un autre style, puis un autre projet avec un autre style, puis une affaire mature, une affaire jeunesse, puis ils vont être tout le temps tête. C'est incroyable. Ils ont réussi à faire plein d'albums de Tintin sans... Oui, c'est ça, oui, effectivement. Ils sont capables de le faire. Je t'accroche, je l'ai retrouvé, puis elle est juste à côté, je peux pas croire que je l'ai oublié. Maison de la Culture, Plateau Mont-Royal, au mois de novembre. Bon. Samuel Whitehorse, cet automne, théâtre, à quel théâtre? Chez Duceppe. C'est déjà en vente? Les billets sont en vente depuis avant hier, je pense. C'est avec qui? Puis Guillaume Lorrain, Sébastien Tessier, les deux comédiens dont je parlais tantôt. Il y a aussi Éric Bernier, Charlotte Aubin, Sonia Cordeau. C'est mis en scène par Simon Lacroix. J'oublie des noms, là, mais ouais. Puis Ville et Misérable, on commence le tournage au mois d'août. Oui, ça devrait sortir fin 2024. Avec Fabien Cloutier. Fabien Cloutier, Anne-Élisabeth Bossé, Alexis Martin, Chantal Fontaine, Éric Robidoux, Pierre-Luc Funk. C'est ça notre cast, de base. Bien hâte de voir ça. Ben, ça n'a pas fait mal. Merci beaucoup. Non, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Très cool.